notamment, donc, je remercie aussi un certain nombre de membres du CA qui sont présents. J'ai vu Sandrine Bernardi, Valérie Serda, Monique Kéribin, Thomas Kneffer, Freddy Coquelin, je crois que je l'ai vu aussi, même si il est à la manœuvre pour l'accueil et l'organisation des premiers championnats d'Europe de quai cross à Chartres dans quelques jours. Johan Labreux, Marie-Claire Leralec, et puis au sein de l'équipe fédérale, vous allez pouvoir voir ce soir Marion Rabier, qui est en charge notamment de la relation vie des clubs, Sonia Bénichou, notre responsable juridique, et puis Florent Philippe, que vous connaissez aussi, habitué des visios, responsable de tout ce qui est affaires institutionnelles dans cette fédération. Voilà, bon, mais bonsoir à toutes et tous. Comme Marion vous l'a précisé dans le chat, donc nous allons enregistrer cette visio club comme on en a l'habitude, ce qui permettra aux personnes qui ne peuvent être parmi nous en direct de pouvoir bénéficier du replay. Voilà, et on accueille Fabienne Falin également de Bretagne. Bonsoir Fabienne. Alors, ce soir, on en a maintenant pour certains, en tout cas, l'habitude. J'ai vu aussi beaucoup de têtes connues. Euh, Traditionnellement, fin août, petite visio club de rentrée. Hein, je reprécise pour les personnes éventuellement qui ne seraient pas habituées. Les visio clubs, on en fait une petite dizaine par an, avec des thématiques différentes évidemment à chaque fois. On a nos récurrences, hein, nos marronniers, comme évidemment cette visio club qui est destinée à rappeler ou à vous donner un certain nombre d'informations donc en vue de la rentrée qui vous seront utiles dans la gestion de vos clubs. Et puis ensuite, on égrène les différentes thématiques aussi en fonction des échanges qu'on peut avoir tout au long de l'année et où on se dit, là, il y a certainement des sujets qui nécessiteraient d'être abordés tous ensemble. Donc ce soir, je vais assez rapidement passer la main donc à Marion qui va dérouler le diaporama et gérer un petit peu les différentes interventions. Mais comme je vous le disais, on va se concentrer évidemment sur les différents aspects liés à la gestion de club, la reprise de licence. On va vous parler du dispositif passeport. J'imagine que vous avez été nombreux à suivre donc l'actualité vis-à-vis de ce dispositif qui a profondément évolué et qui a été réduit dans son périmètre. Donc on vous donnera aussi un certain nombre d'informations par rapport à cela. Et puis naturellement, on va se réserver un temps aussi de questions, d'échanges. Autour de points qu'on n'aurait pas nécessairement mis à l'ordre du jour, mais pour lesquels vous auriez des questions. Voilà. Je vais pas être plus long dans cette introduction. Le principe, hein, voilà, vous êtes, je pense, habitués, mais vous avez un petit outil pour lever la main s'il y a des questions au cours des différentes interventions. Sinon, vous avez également le chat à votre disposition. On le surveillera pour ensuite pouvoir répondre aux différentes questions ou dire que l'on abordera peut-être, parce que ça peut être prévu un tout petit peu plus tard dans l'ordre du jour, le sujet. Allez, on démarre maintenant et je te passe la main. Christophe Smith, tu as une question, Christophe? On n'a pas commencé, hein. Non, non, désolé, j'ai voulu essayer, je voulais te faire coucou, mais j'ai fait une connerie. Au revoir. Bonsoir, Christophe. Voilà. Donc, Bonsoir à tous. président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et membre du conseil d'administration de la Fédé. Allez, Marion, c'est parti. Mets ton micro. Oui, C'est la merci rentrée, Stéphane. c'est normal, faut se Ça roder. pouvait être long comme ça. Du coup, bonsoir à tous. Et puis, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec les nouveautés de la saison sur Allscanet. Alors, sur les nouveautés par rapport au module e-licence, vous avez peut-être vu, si vous avez commencé à saisir vos licences en anticipé pour la saison 25-26, qu'on a modifié la dénomination de la licence éducateur sportif pour la transformer en encadrant sportif. Ça a été une demande du service formation emploi, puisque du coup, la notion d'éducateur faisait souvent référence aux éducateurs professionnels et du coup, les clubs avaient tendance à ne pas savoir s'ils pouvaient la prendre pour leurs encadrants bénévoles.
La deuxième évolution, c'est la possibilité la saison prochaine de cumuler une licence non pratiquant membre non dirigeant dans un club et une autre licence d'un autre type dans un autre club. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait être que non pratiquant, membre non dirigeant dans deux clubs différents. Aujourd'hui, vous pouvez être identifié comme un bénévole d'un club et un compétiteur ou un pratiquant loisir dans un autre club. Pour les structures, vous avez la possibilité aujourd'hui de télécharger vos bilans financiers sur Allscanet, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Vous pouviez simplement télécharger vos PV d'assemblée généraux, vos récépissés d'enregistrement de préfecture, et aujourd'hui, vous pourrez télécharger vos bilans financiers. Et c'est une nouveauté qui est en lien avec un sujet qu'on verra après plus tard, qui sera les labels. Je vous en parlerai tout à l'heure. L'autre évolution sur la discipline roller freestyle, qui jusqu'à cette année avait la spécialité quad de disponible sur la licence, on a rajouté la spécialité verte. Voilà, pour tout ce qui va être les grandes rampes. Et ensuite, autre sujet qui va vous intéresser et qui a été mis en place, mais qui va encore évoluer en cours de saison. Vous avez dû vous rendre compte en saisissant vos licences que vous ne pouviez pas mettre à jour les photos de vos pratiquants. Alors ça, c'est tout à fait normal puisque on a mis en place un système pour que les photos soient utilisables sur 3 ans et puissent être remises à jour tous les 3 ans, dans l'objectif de pouvoir avoir des photos qui s'actualisent au fur et à mesure, parce que il peut arriver en compétition qu'on ait un senior qui vienne avec une photo de quand il avait 14 ans. Donc, c'était pas toujours très simple de reconnaître les gens. Donc, on a fait rajouter dans votre extraction de licence. Donc, quand vous allez dans votre onglet extraction, licence, licence, et que vous faites l'extraction globale de vos licenciés, vous avez une dernière colonne qui s'est rajoutée, intitulée photo à mettre à jour le. Alors, vous allez voir qu'aujourd'hui, vous avez toutes les dates possibles et inimaginables parce que ça a été paramétré 3 ans à date du téléchargement. Donc, je conviens que ça n'est pas du tout pratique et on a demandé à ce que l'évolution suivante soit faite, que ça soit 3 saisons d'utilisation. Comme ça, au 1er septembre, vous pouvez modifier les photos de tout le monde. Comme ça, vous n'allez pas besoin de chercher qui doit être modifié en octobre, novembre, décembre, etc. Donc ça va arriver dans dans les semaines qui arrivent, puisque du coup, ils sont en train de le faire évoluer. Les nouveautés au niveau de la formation. N'hésitez pas à lever les mains si vous avez des questions. On a mis en place un calendrier visible des sessions de formation sur le site de la fédération. Alors aujourd'hui, il est encore en phase de test, mais on vient de faire des retours avec les différents prestataires. Ça devrait arriver dans la semaine qui arrive. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Voilà. Vous allez avoir une page sur le site de la fédération avec effectivement toutes les formations que vous allez pouvoir retrouver sur Rolls-Canet. Donc, c'est visible depuis Rolls-Canet ou depuis le site de la fédération. Et vous choisissez le sport dans lequel vous voulez faire votre formation, la ligue organisatrice, la structure organisatrice et le niveau de formation, si c'est sur de l'encadrement ou si c'est sur du jugement ou de l'arbitrage. Et ensuite, vous avez tous les détails des sessions, c'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver ce que vous avez dans Rolls-Canet aujourd'hui. Vous avez le planning des détails, les modalités pratiques, si c'est du présentiel ou pas, les tarifs, qui l'organise, le contact. Enfin voilà, vous avez un certain nombre d'infos. Et donc, du coup, ça sera visible sur le site de la fédération. L'autre évolution, ça concerne les personnes qui s'inscrivent en formation. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas identifier celles qui étaient en situation de handicap. Aujourd'hui, c'est possible puisque du coup, quand une structure organise une session de formation, sur ses inscrits, elle a une petite pastille qui apparaît avec un petit symbole handicap, ce qui permet derrière de pouvoir prendre contact avec le candidat à la session et pouvoir prendre contact et surtout aménager un accueil et des locaux et mettre en place l'essentiel pour que la personne elle puisse être accueillie dans les meilleures conditions avec une prise en compte de son handicap. Du coup, c'est très important quand vous faites vos saisies de licence, quand vous avez des personnes qui sont en situation de handicap, de bien cocher la notion de parasport sur son profil pour que ça puisse remonter après nous derrière dans les sessions de formation.
les nouveautés sur le module sportif et manifestation. Pour tous les sports individuels, vous allez pouvoir télécharger en amont des compétitions des attestations d'inscription. On a eu beaucoup de demandes pour notamment les écoles pour justifier sur des absences. Donc maintenant, avant les compétitions, vous aurez des attestations d'inscription que vous pourrez télécharger depuis les espaces licenciés et bien évidemment dans les espaces clubs. Et vous avez aussi du coup des attestations de participation qui seront téléchargeables 5 jours après la manifestation pour pouvoir justifier à l'école ou à l'entreprise ou peu importe que vous avez bien participé à cette compétition. Puisque du coup, on a mis l'attestation à J+5 parce que ça permet à l'organisateur de pouvoir gérer les absences et les annulations, etc. Pour que les attestations de participation ne soient faites que pour ceux qui étaient effectivement là à la compétition. Et autre nouveauté qui va en intéresser plus d'un, c'est que lorsque vous inscrivez un groupe en compétition, que ça soit une équipe en skate cross ou un groupe en artistique, vous aurez la possibilité cette année de modifier la composition de vos groupes sans avoir à les supprimer et les refaire. Puisque c'était le cas cette année, c'était très chronophage pour vous quand vous aviez des gens qui entraient ou sortaient de vos groupes. Et là, cette année, vous allez pouvoir faire toutes les modifications sans avoir à tout recommencer à chaque fois. Oui, David. Oui, Marion, excuse-moi. Sur les inscriptions à titre individuel, quand on fait des Oui. inscriptions multiples, est-ce qu'on aura aussi la possibilité d'inscrire une certaine partie des adhérents sur une manifestation sportive, sur un certain nombre d'épreuves, tout ça d'un coup? Est-ce qu'on sera obligé de faire comme l'année passée, un par un? C'était pareil, un peu lourd. J'ai pas eu d'évolution là-dessus de ce côté-là cette année. Donc, le système va être le même que l'année dernière. Ok, ça marche, merci. Du coup, je passe à une évolution par rapport aux campagnes de labellisation. Donc, vous savez qu'il y a 2 ans, on a relancé toute une campagne de labellisation avec différents labels que je vous expliquerai juste après. La nouveauté cette année, c'est que la campagne de labellisation va passer euh, via Rollscanet. En fait, on est en train de mettre en place un module de labellisation, ce qui fait que depuis votre espace, vous allez pouvoir candidater à un ou 3 labels. Et vous allez avoir les candidatures qui se feront directement depuis vos espaces club. L'objectif, c'est que les campagnes démarrent mi-octobre. Et surtout, dans ces candidatures, vous allez avoir un certain nombre de critères qui seront déjà préenregistrés avec ce que vous avez dans vos contrôles Scanet. C'est-à-dire que tous les encadrants que vous aurez déclarés dans votre structure seront déjà préenregistrés. Tous ceux que vous inscrivez en session de formation, les passages de niveau que vous enregistrez, euh, les, les encadrants que vous avez qui sont diplômés ou pas, tout ça, ça sera déjà enregistré en fait dans votre fiche, enfin dans votre candidature. Donc, c'est des données que vous n'aurez pas à renseigner et ça va vous simplifier la démarche parce que du coup, vous n'aurez pas à tout remplir. Vous avez vraiment, il y aura des champs qui sont quand même des champs de texte et où vous allez devoir remplir, mais vous en avez aussi un certain nombre qui seront déjà tout faits, et ce qui fait que ça sera beaucoup moins chronophage que la dernière campagne qu'il y a eu il y a 2 ans. Et ensuite, bah, du coup, comme le traitement se fait dans Rollscanet, vous aurez ensuite derrière des notifications avec l'attribution ou non du label, avec ensuite derrière la possibilité de télécharger une attestation, des logos et tout ce qui va avec pour ensuite faire la promotion de l'obtention de votre label euh, auprès de vos partenaires locaux. Donc, pour rappel, on a 3 labels différents à la fédération. On a un label roller, club de trottinette et club de skateboard. Pour chaque label, vous avez 3 niveaux en fonction des étoiles. Et ces étoiles, elles sont attribuées en fonction des critères que vous allez avoir, du nombre de critères, pardon, que vous allez avoir et du nombre d'éléments dans chaque critère que vous allez avoir. Donc, dans ces critères, vous en avez 3 qui seront obligatoires, comme il y a 2 ans, et 6 qui seront facultatifs. Dans chaque critère, vous avez effectivement un certain nombre d'éléments, et c'est ces éléments-là qui vous donneront
le nombre d'étoiles derrière que vous allez avoir. Donc, pour rappel, pour pouvoir candidater sur ces labels, il y a un certain nombre de critères d'éligibilité. Il faut être à jour de ses cotisations. Il faut licencier tous ses membres selon nos statuts fédéraux. Il faut que votre dossier projet associatif soit déposé dans votre contrôle Scanet. Il faut que vos documents annuels soient aussi déposés dans Rollscanet, donc tout ce qui va être PV d'Assemblée générale et bilan financier. Et ensuite, il faut que vous ayez à minima 30 licenciés dans l'une des disciplines du label demandé. Donc 30 licenciés trottinette pour le label trot, 30 licenciés skate pour le skate et 30 licenciés dans les autres disciplines de roller pour le label roller. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Oui, Kevin. Oui, je remarque en fait que pour des petites structures qui n'ont pas de capacité d'encadrement, en tout cas de créneau, propre pour la jeunesse, on ne pourra pas être éligible en soi à avoir ce genre de label parce que c'est les premiers critères qui permettent d'avoir la première étoile. Parce que vous n'avez pas du tout de... Vous avez forcément des cours... Vous n'avez pas du tout de cours loisirs? On a des cours de Ou de loisirs, mais cours en fait, école? par rapport à la jeunesse, on n'a Ouais, pas de créneau périscolaire dans le sens où on n'a pas de capacité d'encadrement d'accord. de gens, parce qu'on est principalement que des encadrants bénévoles et on n'a pas la capacité financière d'avoir des encadrements salariés. Donc, pour le coup, c'est le genre de label où si on n'a pas d'école de patinage propre, avec un encadrement minimum, on ne pourra pas être éligible à ce genre de label, quoi. Donc, on ne peut pas faire la promotion en soi d'un club qui compte à peu près aujourd'hui une soixantaine d'adhérents et auquel on essaye de faire un travail pour augmenter cette étendue-là, notamment avec une ouverture de section, avec un petit peu de jeunesse, mais en soi, on n'aura pas suffisamment de choses pour justifier que c'est une école d'apprentissage. D'accord. Si vous voulez, après, on peut essayer de se prévoir un temps ensemble pour essayer de voir un peu tous les critères et si ça vaut effectivement le coup ou pas de candidater. Parce que je ne sais pas si vous l'aviez fait il y a 2 ans et la réponse que vous avez eue, mais on peut déjà faire un travail ensemble en amont pour voir si éventuellement il y a la possibilité, il y a un intérêt ou pas de candidater. En fait, c'est un travail qui n'a pas été fait, ne serait-ce qu'à la campagne précédente. Et moi, c'est ma première année que je termine et je commence ma deuxième en tant que trésorier, donc au sein de ce nouveau bureau. Donc, c'est des choses qu'on essaye de travailler pour émanciper un peu le club qui se retrouve un petit peu dans une latence actuellement, alors qu'il y a eu des belles années précédemment, notamment même avant Covid, quoi. D'accord. Sinon, je prendrai votre mail et puis je pourrais toujours toutefois échanger si on n'a pas le temps Ouais, aujourd'hui. bien sûr. Merci. Philippe. Philippe Roux, vous aviez une question? Ou peut-être pas. Un problème de micro, peut-être? Non, on vous entend pas. N'hésitez pas à mettre la question dans le chat si le micro ne marche pas. Hmm. Ouais, là, je pense que Bon. ça passe pas. Si jamais ça repasse, enfin, essayez-le sur le chat. Comme ça, on prendra la question quand elle arrivera. Et s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je passe à la suite. Donc, ce qu'on peut peut-être se dire, Marion, c'est qu'on Oui, consacrera une visio club. sur le label, de toute façon, oui. Voilà. Avant l'ouverture de la campagne, Voilà. il y aura une visio pour représenter un peu les labels et puis surtout faire une petite présentation, démo de ce à quoi ça va ressembler quand vous allez remplir les formulaires. Comme ça vous donnera une idée un peu des possibilités de candidature. Ok. Alors, tac, où est-ce que je suis? Je suis là. On voulait aussi, avant de passer à d'autres sujets, vous faire un rappel sur les disciplines de freestyle. Vous avez dû voir passer un mail si vous pratiquez le roller freestyle ou le inline freestyle, parce qu'on a eu pas mal de confusion cette année sur les deux disciplines. Donc, on voulait simplement vous rappeler la différence entre les deux. Donc, tout ce qui est inline freestyle, c'est tout ce qui va
comprendre les disciplines de slalom, de saut, de battle, de skate cross. Et tout ce qui est roller freestyle, c'est tout ce qui va être retrouvé dans le parc, le street, le bowl, la verte. Et donc, du coup, quand vous faites l'affiliation de votre club, vérifiez bien sur quel freestyle vous vous inscrivez, parce que du coup, derrière, vous ne pouvez attribuer des licences que pour cette discipline-là, pour les disciplines que vous avez choisies, pardon, dans votre affiliation. Et derrière, quand vous allez vouloir vous inscrire en compétition, c'est possible que si vous n'avez pas le bon roller freestyle ou inline freestyle, vous ne pouvez pas vous inscrire sur certaines compétitions. Et donc, du coup, voilà, n'hésitez pas. Si vous vous êtes rendu compte que vous avez fait une erreur, vous m'envoyez un petit message sur mon adresse et je ferai la modification sur votre club. Et si vous ne l'avez pas encore fait, bah, juste simplement soyez vigilants. Mm. Et si vous avez commencé à délivrer des licences aussi, n'hésitez pas, donnez-moi la liste et puis je ferai les modifications de discipline. C'est important aussi pour nous au titre du suivi un petit peu de l'activité, le suivi statistique, parce que c'est vrai que cette confusion nous a amené à un peu perdre du coup le fil, puisqu'on a un effet de vase communicant entre les deux disciplines, alors qui s'explique aussi parce qu'avant elles étaient fusionnées sur la même licence, donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on est sur une année un petit peu d'acclimatation. Mais voilà, au-delà, parce que bon, il y a tous ceux qui participent aux compétitions, mais même si voilà, vous êtes trompé de discipline et que ces personnes n'ont pas vocation à aller en compétition, c'est quand même utile de nous les signaler parce que nous derrière on fait les corrections et ça permet d'être plus fidèle après derrière dans le portrait qu'on peut faire de l'activité. Ok. On a une question de Xavier. Marie. Oui. Oui, bonjour Xavier, Saint-Philbert de Grandlieu, Loire-Atlantique, course. Y a-t-il une date limite pour inscrire dans la saison pour inscrire le sujet là qu'on vient de parler euh, excusez-moi je suis ému. Labellisation. Sur la labellisation, oui, je cherchais le mot. Merci. Est-ce qu'il y a une date? Est-ce que Alors, c'est là en ce moment ou est-ce qu'on a jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à février ou comment ça se passe? alors, il y a là une première campagne qui va être lancée mi-octobre, normalement, si tout va bien. Vous aurez grosso modo un petit mois pour faire votre dossier de candidature pour que nous, après, on puisse faire le traitement et délivrer les labels pour la saison. Il y aura très certainement une campagne de rappel début 2026 pour ceux qui ont raté le coche et qui souhaitent obtenir un label. Et après, ce label, il sera obtenu pour 2 ans. Et tous les ans, on fera, pour ceux qui arrivent en cours de route, on fera Il y aura effectivement des campagnes tous les ans parce qu'en plus, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, si la première année vous avez obtenu un label une étoile et que dans la saison vous avez mis en place un certain nombre de choses qui vous permettraient d'obtenir un 2 ou 3 étoiles, n'hésitez pas l'année d'après en fait à faire une nouvelle candidature, même si votre label a été obtenu pour 2 ans, parce que peut-être que vous pourrez obtenir une étoile supplémentaire. Et puis même si vous avez obtenu un label roller et que vous avez développé une discipline skate ou trottinette et que vous voulez avoir aussi le label de cette discipline, vous pouvez candidater aux 3 labels en fait. Oui, David. Oui, je reviens aussi sur cette question-là. J'ai vu que c'était limité aux clubs qui avaient 30 participants, enfin pas 30 participants, mais 30 adhérents. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un poil restrictif? Parce qu'il y a plein de petits clubs qui sont très dynamiques et qui vont faire plein de choses et qui, du coup, ne vont pas pouvoir être labellisés et être reconnus en tant que club moteur, juste parce que ils viennent de se lancer et qu'ils n'ont pas beaucoup d'adhérents. sur ce label. L'objectif, c'est pas tant encore le résultat que le chemin. L'objectif, c'est d'amener les clubs sur des trajectoires de développement et sur des trajectoires en phase avec le projet de développement fédéral. Donc effectivement, pour un club qui démarre, son objectif, après être un club affilié qui démarre et qui lance son activité, ça peut être d'obtenir effectivement la labellisation, puisque c'est finalement une sorte de voie qui apparaît comme étant plutôt positive en termes de développement, avec le retour d'expérience que l'on a.
30, c'est peu, hein, la moyenne d'un club dans notre fédération, c'est 70 à peu près licenciés. Donc effectivement, 30, ça reste un petit club. Le fait de ne pas avoir le label ne veut absolument pas dire qu'on n'est pas dynamique, qu'on ne fait pas du bon travail, qu'on ne fait pas, bien évidemment, on a un club affilié qui a les mêmes droits, etc. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. L'objectif en fait du label, c'est une incitation. C'est une incitation effectivement à suivre une trajectoire. Et cette trajectoire, on a souhaité effectivement la paver aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas fait un label, on l'a ou on l'a pas, c'est basique. On a mis aussi des strates avec 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles pour justement permettre aussi cette forme de progression et d'essayer de guider ce chemin. Après, il faut bien à un moment donné fixer effectivement un certain nombre de paliers. Donc ce palier, on l'a fixé à 30. C'est ce qu'on retrouve aussi sur le PSF, qui est une marche à atteindre effectivement pour être passer peut-être de la structure qui démarre ou qui est vraiment à taille vraiment d'un petit groupe à une structure qui va être ouverte un peu plus sur l'extérieur, alors pignon sur rue, être en capacité demain de former, d'avoir le vivier et puis après de s'engager dans une trajectoire de développement, de faire passer les diplômes, etc., etc. Mais ça ne préjuge en rien, effectivement, de la qualité du travail qui est fait dès lors qu'on démarre. Merci beaucoup. J'en profite pour répondre aux questions qui sont dans le chat, puisque j'en ai eu 2. Donc, je vais donner aussi la réponse par l'oral pour l'enregistrement. Donc, on me demande concernant la licence encadrant sportif, comment la fédération et donc la licence va-t-elle faire la différence entre les éducateurs pros et les intervenants bénévoles? Aujourd'hui, on fait la différence entre les deux par le fait que sur les éducateurs professionnels, vous renseignez leur numéro de carte professionnelle, ce qui permet, nous, derrière, quand on fait nos extractions, nos filtrages et analyses, de pouvoir faire ressortir ceux qui sont effectivement professionnels et les autres. Et vous avez aussi dans vos espaces clubs un module encadrant qui vous permet de renseigner vos encadrants bénévoles non formés, vos encadrants bénévoles formés, vos éducateurs professionnels salariés et prestataires et aussi vos encadrants en cours de professionnalisation pour tous ceux qui sont en train de passer des CQP et autres. Et donc tous ces profils d'encadrants sont paramétrés en fonction des diplômes que ont vos adhérents sur leur licence, sur leur profil licencié. Donc du coup, vous pourrez enregistrer des éducateurs professionnels uniquement pour ceux qui auront des diplômes professionnels d'enregistrer sur leur licence. Pour les encadrants bénévoles diplômés, vous aurez la possibilité d'enregistrer seulement ceux qui ont des brevets fédéraux. Et ensuite, pour tous les bénévoles non formés, là, vous avez accès à toute votre base d'adhérents. Même toute la base de données de la fédération, puisque vous pouvez avoir des intervenants dans votre club qui ne sont pas adhérents du club. Cette mention, elle est importante. Hein, c'est pas simplement pour améliorer nos statistiques ou autre. Hein, c'est clairement derrière parce que toute personne qui va être en situation d'encadrement sportif, c'est la loi, c'est une obligation légale qui est faite au président. C'est votre responsabilité pénale qui est engagée de déclarer tous les éducateurs qui soient diplômés, pas d'ailleurs, qui vont intervenir en encadrement sportif, mais surtout bénévoles ou pas bénévoles, pardon, en tant que donc encadrant sportif. Voilà, parce que derrière, la loi nous impose de passer au contrôle d'honorabilité, c'est-à-dire passer au fichier FIGES. Et donc, voilà, c'est une obligation qui nous est faite et on peut être mis en faute si ce n'est pas le cas. Surtout s'il vient évidemment y avoir un problème et que le président ou présidente n'a pas satisfait à ses obligations. Voilà. Donc, simplement, je rappelle, on le fait un peu à chaque fois, mais c'est un point important, c'est juste une case à cocher. Alors, quand vous prenez la licence encadrant sportif, la case honorabilité est cochée d'office. Donc, vous n'avez pas le choix. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que cette obligation de contrôle d'honorabilité, elle existe aussi pour vos dirigeants associatifs et pas uniquement votre président, trésorier, secrétaire. Vous êtes censé, alors au choix, prendre une licence dirigeant pour l'ensemble de votre conseil d'administration ou alors
leur cocher la notion de dirigeant sur leur licence, loisir ou compétition pour que eux aussi soient soumis au contrôle d'honorabilité. Parce qu'en fait, tous les membres de vos équipes dirigeantes sont censés être soumis au contrôle aussi. Ainsi que vos juges et vos arbitres. Mm. Et ça, c'est pareil quand vous prenez la licence officielle de compétition, la notion d'honorabilité est cochée d'office sur les juges et les arbitres. Ok, et ben du coup, on passe à la suite. Est-ce qu'un adhérent Swaffer doit être déclaré comme encadrant? À ce stade, non. Mais Dans voilà. l'idéal, il faudrait. Ouais, mais on va voir si on peut le faire évoluer. Mais à ce stade, voilà, c'est-à-dire qu'il y a la question de la notion d'encadrant sportif. Mais voilà, on est en train d'enregistrer les diplômes, etc. Euh, euh, voilà, à ce stade, de manière stricto sensu, c'est pas quelqu'un qui va animer des cours, etc. Il va sécuriser un cortège, donc c'est encore un petit peu différent. Mais bon, voilà, ça pourrait être le cas demain. Mais pour le moment, stricto sensu, ça l'est pas. Si ce n'est que il y a eu le cas sur un sujet où la personne a été interdite d'exercer une fonction d'encadrement, toute fonction de dirigeant et d'encadrement sportif. Et c'est pour ça que je vous le dis. Et on a souhaité inclure l'encadrement de randonnée là-dedans. Voilà, donc on est en train d'essayer, mais si on prend la définition vraiment juridique, le staff n'en fait pas partie, mais voilà, on se retrouve quand même à encadrer, on est au contact de public, etc. Donc on va voir si on peut le faire. On n'a pas la main, simplement pour décider Mhm. qui est soumis ou pas, c'est la loi qui le décide. Voilà, donc on peut pas se dire dans une vision totalement maximaliste, par exemple, euh, on met tout le monde. Non, ça c'est interdit pour nous. Ok. Alors, du coup, je voulais vous rappeler, vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, le lien que nous avons avec Hello Asso, parce que c'est un outil qui aujourd'hui se développe énormément et je pense que c'est un vrai intérêt pour vous de passer par ce travail et cette collaboration. Donc, on travaille avec Hello Asso depuis 2021 pour vous permettre d'avoir des formulaires d'adhésion préconfigurés dans vos comptes Helloasso qui vous permettent de pouvoir faire remonter toutes les données de vos adhérents dans RolsCanet à partir du moment où vous avez fait la synchronisation des deux comptes. Ce qui vous permet du coup de faire toute votre campagne d'adhésion dans Helloasso et ensuite derrière de pouvoir rapprocher les profils de vos adhérents sur les deux plateformes. Donc du coup, quand vous avez des nouveaux adhérents qui arrivent et qui remontent d'Helloasso, vous pouvez leur créer automatiquement des fiches profil avec toutes leurs informations. Donc vous n'avez pas à retaper les noms, prénoms, date de naissance, mail, etc. qui peuvent être source d'erreurs. Et même pour les adhérents qui reviennent, vous pouvez associer leur profil et vous, derrière, vous pouvez choisir de conserver ou non les données que vous aviez dans leur profil Helloasso ou dans leur profil Rollscanet. Et tout ça, ça se fait en quelques clics et derrière, vous pouvez passer simplement à la saisie de licence avec un bandeau au-dessus qui vous donne toutes les informations que l'adhérent a renseigné dans son formulaire. Donc, vous pouvez récupérer le certificat médical, vous pouvez récupérer le type de licence ou le type de discipline qu'il souhaite pratiquer, etc. Donc, tout ça pour effectivement vous simplifier votre période de saisie de licence. Du coup, ça vous permet d'avoir un suivi de vos paiements qui est beaucoup plus simple, puisque du coup, vous avez tout qui se fait par Helloasso, donc vous n'avez plus besoin de passer par, si vous le souhaitez, vous pouvez tout dématérialiser, en fait, vous n'avez plus besoin d'avoir de l'espèce, du chèque, etc. Donc du coup, ça peut effectivement réduire un peu les erreurs et puis aller plus facilement chercher vos cotisations d'adhésion. Et du coup, depuis votre compte Helloasso, vous avez un certain nombre de modules qui vous sont possibles en plus, parce que vous pouvez faire de la billetterie, vous pouvez faire de l'événementiel, des boutiques, des campagnes de dons et du crowdfunding, donc tout ce qui va être mis en avant de projets pour de la recherche de financement participatif. Et tout ça, en fait, ça se passe via votre compte Helloasso. Vous pouvez, quand vous téléchargez, enfin, quand vous faites faire les versements d'argent, donc c'est un versement qui se fait tous les mois.
mais vous pouvez aussi en déclencher quand vous voulez. Et en plus, ils ont fait évoluer ce dispositif-là qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez vous faire des versements par campagne. Donc, si vous voulez récupérer que les versements sur vos adhésions, vous pouvez. Si vous voulez le faire par événement pour la boutique, etc. Enfin voilà, tout est maintenant un peu segmenté et vous avez plus facilement une vision de ce que vous avez récupéré comme argent et à quoi ça correspond. Et en plus, derrière, Hello Asso, c'est toute une équipe qui est là pour vous aider et pour vous accompagner. Ils ont en plus lancé un programme qu'ils ont appelé Plus pour les grosses associations qui sont très structurées et qui auraient des gros projets, enfin des projets de se développer encore plus, où ils proposent des accompagnements individualisés avec des rendez-vous, un conseiller qui vous a alloué. Enfin voilà. Je sais qu'ils ont contacté un certain nombre d'associations déjà, donc peut-être que certains d'entre vous l'ont. Sinon, c'est quelque chose qui peut être fait. Donc voilà, en tout cas, c'est une équipe qui est réactive et efficace et qui est là pour vous accompagner dans l'utilisation de leur plateforme. Et alors, l'avantage en plus de cette plateforme, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'outils qui sont connectés sur cette interface. Je sais qu'ils en ont une petite vingtaine. Alors, je vous ai pas fait une liste exhaustive, mais j'en ai identifié quelques-uns qui aujourd'hui pourraient vraiment beaucoup vous intéresser si vous n'avez pas d'outils pour ça. Le premier outil qui me semble indispensable pour un club, c'est un outil de gestion comptable. Alors du coup, celui qui est connecté à Hello Asso, c'est Basicompta, qui est un outil très simple d'utilisation notamment pour les trésoriers associatifs qui ne sont pas habitués à faire de la comptabilité. Et surtout, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a un lien entre Basicompta et Hello Asso, c'est-à-dire que tous les paiements que vous recevez dans Hello Asso peuvent s'implanter dans votre compte Basicompta avec le bon code analytique et le bon libellé pour pouvoir gérer ensuite votre comptabilité de manière propre et simplifiée. Donc Basicompta, c'est un logiciel qui est payant, donc ça vous coûte 90 € par an la première année parce que vous avez un accompagnement et une formation à l'utilisation de Basicompta. Et ensuite, les années d'après, ça passe à 65 €. Voilà, c'est un tarif aujourd'hui qui me semble intéressant par rapport à d'autres logiciels de comptabilité. Et puis l'avantage, c'est que du coup, comme tout est interconnecté, vous gagnez quand même pas mal de temps dans vos saisies. Hop. Vous avez un deuxième outil qui s'appelle... alors, oui, Michel. Ouais. Oui, est-ce qu'il y a une limite de volume financier sur Basic Contact ou pas? Non, pas à ma connaissance. D'accord, c'est juste ça. D'accord, merci. Euh, avant qu'on aille sur Basicompta ou plus Oui. loin sur Basicompta, on avait une question de Sylvain. Donc, il disait qu'il avait déjà un compte Eloasso, mais qui n'était pas lié à la FFRS. Donc, comment le lier pour bénéficier après du template? Alors, si vous avez déjà votre compte et que vous n'êtes pas identifié comme affilié à la fédération chez Hello Asso, c'est-à-dire que là, en juin, vous n'avez pas eu de formulaire d'adhésion 25-26 qui a été dupliqué sur votre espace adhésion, vous devez contacter Hello Asso sur l'adresse contact@helloasso.org. Je vais vous la mettre en- dans le chat. Et en fait, il faut leur demander de vous identifier comme club affilié. Et à partir de là, ils vous dupliqueront le formulaire 25-26 avec toutes les infos. Derrière, vous pourrez synchroniser les deux comptes et ensuite, votre formulaire, à partir du moment où il va être public, vous aurez toutes les informations d'adhésion de vos adhérents qui vont remonter dans Hello Asso dans Rollscanet, pardon, tous les soirs. Alors, le club doit-il avoir un compte au Crédit Mutuel pour avoir un accès Basicompta? Non. L'ECDOS propose également Basicompta et forme les dirigeants. Merci Marie-Claire, je ne savais pas cette information. Je pense que c'est aussi propre peut-être à chaque territoire. Voilà, donc apparemment en Bretagne, l'ECDOS accompagne sur l'utilisation de Basicompta. C'est le cas en Gironde aussi, je sais. Donc n'hésitez pas à contacter votre comité départemental olympique et sportif, puisque du coup, ils font aussi quand même pas mal de choses pour vous accompagner dans votre vie quotidienne associative. Hop, donc le deuxième outil que je voulais vous présenter, c'est Omn, qui est une solution CRM. Alors CRM, c'est un grand mot
pour dire, mais c'est un outil qui vous permet notamment d'identifier vos adhérents dans des segments. C'est-à-dire que vous allez pouvoir intégrer la base de données de vos adhérents d'Eloasso dans Omn et derrière, vous allez pouvoir les associer à des disciplines, vous allez pouvoir les associer à des tranches d'âge, à des lieux, à des cours. Vous faites vos propres segments en fait et derrière, vous avez la simplification dans toute la communication que vous allez faire parce que derrière, vous allez pouvoir faire des communications ciblées sur des segments que vous aurez identifiés. Et donc, du coup, l'intérêt, c'est que derrière, vous allez vraiment pouvoir optimiser votre communication auprès de vos adhérents et pas à chaque fois faire une communication large à tout le monde avec des infos qui n'intéressent pas forcément tous vos groupes. Donc voilà, c'est un outil qui est gratuit si vous êtes un utilisateur et que vous avez 150 contacts. Sinon, c'est une vingtaine d'euros par mois et là, vous avez utilisateurs et contacts en illimité. Et du coup, l'intérêt, forcément, avec cet outil-là plus qu'un autre, c'est que vous avez une connexion avec Eloasso et donc tous vos adhérents s'importent automatiquement dans Home et c'est à jour en temps réel. Le troisième outil pour vous, c'est SiteW. Alors, il y a beaucoup de clubs qui ont des sites internet, d'autres n'utilisent que des réseaux sociaux. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, avoir un site web, c'est une vraie vitrine pour un club. Parce que quand on cherche des infos, c'est souvent vers là qu'on se tourne. Et donc, du coup, SiteW, c'est un site qui est 100% gratuit et qui vous permet de créer votre site et de le gérer sans avoir beaucoup de connaissances parce que quand on utilise WordPress ou compagnie, il faut quand même commencer à avoir un peu de technique. Donc là, c'est vraiment une utilisation simple. Et puis, du coup, dedans, vous pouvez y intégrer toutes vos campagnes dans Eloasso. C'est des choses qui s'interconnectent très simplement. Et donc, du coup, vous pouvez faire des paiements sur votre site qui passeront par le module de paiement à Eloasso et qui s'intégreront dans votre compte à Eloasso. Et donc, ainsi de suite, vous avez une boucle qui se fait. Et donc, du coup, voilà, l'intérêt, c'est que c'est quand même 100% gratuit. Et il y a des modèles qui vous sont proposés, que vous pouvez personnaliser, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas, si aujourd'hui, vous n'avez pas de site internet et que vous y réfléchissez depuis quelque temps. Et le dernier outil que je voulais vous présenter, c'est un tout nouveau qui vient de rejoindre un peu les outils connectés, qui vient d'arriver. Ça s'appelle Teampulse. C'est un outil qui vous permet de gérer vos équipes, vos entraînements, vos plannings, et qui est une alternative à Sporeasy, qui est une solution payante. Et Teampulse, eux, sont 100% gratuits, sont connectés sur Eloasso. Donc pareil, vous avez tous vos adhérents d'Eloasso qui sont importés dans Teampulse et vous pouvez créer ensuite des équipes. Nous, on a déjà fait dans Teampulse paramétrer les disciplines et les catégories parce qu'on a déjà des clubs de roller hockey, de roller derby qui l'utilisent. Donc, on a souhaité les accompagner dans le paramétrage des catégories. Donc, du coup, quand vous êtes un club, par exemple, de roller hockey, vous intégrez vos adhérents. Et donc, du coup, tous ceux qui rentrent dans la catégorie des U15, U17, et ben, vous avez un groupe qui se crée automatiquement avec cette catégorie-là et les jeunes qui sont dans ces catégories. Ce qui fait que derrière, vous pouvez créer vos plannings d'entraînement. Les enfants sur leur téléphone et les parents peuvent suivre les plannings, peuvent dire s'ils sont présents ou non. Vous pouvez les convoquer sur les matchs, ils peuvent dire s'ils sont présents ou pas. Vous pouvez leur envoyer des messages via des messageries par groupe. Enfin voilà, l'idée, c'est de vous simplifier votre gestion de vos équipes, de vos cours. Et c'est pareil, 100% gratuit, sans publicité, sans rien. D'ailleurs, si vous êtes plusieurs à être intéressés par cet outil, on peut organiser une vidéo avec eux, puisque du coup, ils sont prêts à présenter leur outil au club si ça vous intéresse et si vous voulez en savoir plus et avoir une petite démonstration. Donc, n'hésitez pas à me dire après si ça vous intéresse, parce que voilà, je pense que c'est un outil qui est très simple, en tout cas moi de ce que j'ai vu, et qui peut vous aider dans votre quotidien. Je vois la question de Pascal. Effectivement, il y a plein d'autres outils qui font de la gestion associative, qui sont peut-être plus développés que Eloasso. Nous, on a fait ce choix-là en 2021 parce que c'est une plateforme qui est gratuite,
qui est simple d'utilisation et qui a vocation à évoluer, puisqu'on le voit depuis 2021, ça se structure, ça se développe. Vous avez de plus en plus de choses qui sont associées à Hello Asso. Et donc, du coup, leur vocation, en tout cas, c'est de pouvoir vous permettre de gérer votre association très simplement et sans avoir de frais supplémentaires. Donc, voilà. Bah, après, vous êtes libre d'utiliser d'autres plateformes, c'est pas restrictif, évidemment. Est-ce que vous avez des questions? Non? Eh ben, on passe à la suite. On va faire un petit point. Alors, David, la différence, et ben alors très simplement, les deux plateformes font quasiment la même chose. Donc c'est vraiment le tarif qui fait la différence et puis l'intérêt d'avoir une connexion avec Helloasso, puisque si vous faites votre campagne via Helloasso, vous n'avez pas à enregistrer tous vos adhérents dans Timpulse puisque ça s'intègre automatiquement. Hum. Alors du coup, formation. Nous avons deux infos à vous faire passer du service formation emploi. La première, c'est que vous allez recevoir la semaine prochaine une newsletter spéciale sur les nouveautés des brevets fédéraux, puisqu'il y a eu des évolutions. Donc, si vous ne l'avez pas reçue d'ici la fin de semaine, n'hésitez pas à demander au service formation emploi de vous la faire parvenir, parce que du coup, il y a un certain nombre d'infos qui vont être très intéressantes et qui vont concerner toute la saison. La deuxième info qu'il souhaitait vous faire passer, c'est sur le dispositif service civique. Il nous reste encore des places qui peuvent être allouées dans les clubs. Donc n'hésitez pas si vous avez des besoins à aller remplir le petit questionnaire. Je vous ai mis le lien dans le support de présentation. Vous remplissez le questionnaire et ensuite derrière, vous aurez le service qui vous appellera pour approfondir le projet pour lequel vous avez besoin d'un service civique et qui vous accompagnera du coup sur l'intérêt ou pas d'en avoir un. Et s'il y en a un, ils vous aideront à le mettre en place dans votre structure. Autre info sur la formation. Je sais que j'en ai déjà parlé l'année dernière. Vous n'avez peut-être pas tous eu l'info. Mais le mouvement associatif a mis en place un portail national des formations pour les bénévoles. Qui est ouvert depuis, on va dire, avril-mai de cette année. J'en reparle parce que c'est vraiment un outil qui est très intéressant. Vous avez une carte de France qui vous permet d'aller regarder sur vos territoires toutes les formations qui sont disponibles pour le secteur associatif. Donc, il y a des formations qui sont faites par les CDOS, par les CROSS, par d'autres structures. Vous avez à chaque fois la possibilité de voir si c'est du présentiel, du distanciel, si c'est gratuit, si c'est payant, où est-ce que ça se passe, sur quelle thématique, etc. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, quand vous êtes sur le portail, vous cliquez sur la région qui vous intéresse. Et derrière, vous avez accès à un certain nombre d'infos. Donc, vous avez effectivement les formations qui sont localisées sur la carte, mais ensuite, vous pouvez chercher par thématique. Donc, vous pouvez faire des formations sur le fonctionnement associatif, la communication, les finances, les ressources humaines, gestion de projet, etc. Donc, vous pouvez chercher par thématique, vous pouvez chercher par département, par format, si vous voulez que du présentiel ou du distanciel, par date. Alors, ils ont mis des grosses périodes, hein, c'est plutôt par trimestre. Vous pouvez chercher par mots-clés aussi. Et ensuite, quand une formation, elle vous intéresse, vous cliquez dessus et vous allez avoir toutes les informations essentielles pour savoir si vous pouvez, si ça vous intéresse finalement d'y aller dessus. Donc, si c'est payant, le tarif, le nombre de temps que ça va prendre, si c'est à quel niveau, c'est de l'initiation, du confirmé, etc. Avec le planning. Et vous avez surtout les boutons pour aller vous inscrire directement. Donc vraiment, l'outil est fait pour vous simplifier les démarches dans votre recherche de formation. Vous avez aussi un deuxième outil qui existe aujourd'hui pour vous former sur le milieu associatif qui s'appelle Eva Formation. C'est une plateforme en ligne
qui est gratuite, qui est accessible 24 heures sur 24. Elle vous propose 11 modules. C'est des modules qui ont été basés sur le CERJA, le certificat, je ne sais plus, certificat, en gros, c'est une formation que vous pouvez passer pour obtenir un diplôme comme quoi vous êtes diplômé de la gestion associative. Et dedans, vous avez des modules sur voilà, le projet associatif, comment je le monte, comment je le structure, comment je le présente, comment je gère ma communication, comment je mobilise mes bénévoles, et ainsi de suite. Donc, c'est 11 modules que vous pouvez faire tout au long de l'année si vous le souhaitez. Vous avez des petits quiz pour savoir si vous avez bien compris ou pas ce qui vous a été raconté. Donc c'est exactement les mêmes contenus que pour le Serja, mais voilà, c'est en ligne, c'est accessible. Ça a été développé par des crosses. Donc voilà, c'est très intéressant. Et vous avez le lien pour accéder à la plateforme sur le support. S'il n'y a pas de questions, on va passer au sujet des passeports. Oui, Xavier. Oui, dans ma commune, et je trouve, moi je m'occupe aussi d'un autre sport qui est le hand, on voit beaucoup de création de formations type BPGEPS privées. Est-ce qu'on va les trouver dans les tableaux qui se présentent vous à la fédération? Alors non. Sur le calendrier de formation de la Fédé, c'est uniquement les formations délivrées par la fédération, donc par la Fédé et les ligues régionales. Si effectivement vous recherchez des diplômes professionnels, donc tout ce qui va être BP, GEPS, il va falloir chercher autre part. Oui. Voilà, nous, on a le questionnement de ces gens qui s'installent à la commune. Ils aimeraient bien intégrer des gens du roller, ainsi de suite. D'accord. Et comment nous, ou j'irai sur la région nantaise, si je vais grossir le cercle, comment intégrer dans un module le roller à leur niveau et que ça te renvoie, parce que quand même, j'avouerais globalement la difficulté à trouver des encadrants formés, diplômés, parce que voilà, quand on est à 30 km d'une grande ville, dans les grandes villes, ils ont peut-être pas trop de problèmes. Moi, et puis je parle à plusieurs autres présidents à droite à gauche, dans la campagne, eh bien c'est très très difficile d'avoir des intervenants, alors parce qu'il n'y en a pas un grand nombre. Et s'il y a des formations privées qui s'y mettent, est-ce qu'on doit comment les prendre? La rémunération, les contrats, c'est un vrai sujet. Moi, je le vois autour de moi. Et dans l'autre sport qui est le handball aussi. Alors, sur tout ce qui va être question de professionnalisation, donc d'embauche d'un BPGEPS ou autre, vous avez Marie Audon du service formation emploi qui est là pour vous accompagner sur ce genre de sujet, qui peut vous aider à définir votre besoin et vous accompagner dans les démarches derrière. En plus, nous, on a un réseau d'encadrants professionnels, que ça soit des CQP, des BE, des DE et aussi des BP. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à lui faire parvenir vos besoins et elle peut aussi faire passer l'information dans le réseau des éducateurs s'il y en a qui sont intéressés. Et après, je sais aussi je sais qu'on a travaillé avec des BP puisqu'on a déjà eu des clubs qui ont fait cobaye, on va dire entre guillemets, pour des sessions de formation BP. Donc ça, c'est pareil, il faudrait en parler avec le service formation emploi. Si vous avez des sessions de formation qui se font dans votre secteur et qu'il y ait des besoins en roller. Et c'est pareil, ça m'amène à une autre question, c'est quand on a une section course, d'avoir un encadrant, c'est intéressant, mais quand on va vers les sections dites loisirs adultes qui sont loisirs, un encadrant, bah oui, mais avec un diplôme, bah oui, et arrive aussi le problème des sommes, des valorisations et des disponibles. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens formés à l'avenir par la fédération? Alors, pour l'encadrement, déjà, vous n'avez aucune obligation d'avoir un encadrant professionnel diplômé. Pour l'encadrement des activités sportives dans le code du sport, un bénévole peut très bien encadrer sans diplôme. Alors nous, on recommande très fortement de faire à minima un brevet fédéral
pour avoir les compétences techniques et pédagogiques pour encadrer en toute sécurité. Mais vous avez des bénévoles qui ont des BF1 qui peuvent très bien encadrer des groupes adultes loisirs. Et pour le coup, vous n'avez pas de rémunération en face. Merci. Très bien. Alors, pour les questions que j'ai dans le chat, le lien du portail national de formation. Alors, si vous parlez de celui du mouvement sportif que je viens de vous présenter, effectivement, le lien, il est déjà sur le site de la fédération. Si vous tapez portail national des formations, vous allez tomber dessus. Et si c'est le... Oula, je ne sais pas si je suis en... Ouais, voilà. Merci Christophe. Et si effectivement vous parlez du calendrier des sessions de formation de la fédération, ça devrait arriver dans la semaine qui arrive. Et ensuite, pour tout ce qui va être les dates des prochains brevets fédéraux, là, c'est aux ligues en fait à mettre en place au moins les BF1. Oui. Et ensuite, c'est la fédération qui fait les BF2. Et donc, du coup, là, c'est au service formation-emploi que vous pouvez poser la question de savoir quand est-ce que seront les sessions de cette année. Mais normalement, ça devrait arriver puisque les calendriers de sessions sont censés être mis à jour, du moins pour le début de la saison. Donc, ça va arriver. Christophe. Je voulais juste revenir sur la notion de formation. Tout à l'heure, Stéphane a bien précisé que dans le cadre des labellisations, etc., la formation, c'est un des points, un des critères qui nous permet aussi d'avoir cette labellisation, mais aussi à un moment ou l'autre, le fait de former ces cadres, de former des jeunes, de former des adhérents, c'est aussi les fidéliser, mais c'est aussi apporter un plus dans le fonctionnement de nos associations. Donc, toutes les ligues mettent en place des formations. C'est intéressant et c'est important sur le BF1 et le BF2, enfin le BF1 et le BF2. Ensuite, à un moment ou un autre, par rapport à la rémunération, même les brevets fédéraux ne donnent pas forcément accès à la possibilité d'être rémunérés. C'est aussi, que ça soit un bénévole, autant le former pour le valoriser et lui donner un petit peu plus de compétences pour qu'il soit le plus efficace possible auprès de nos jeunes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir ce surplus de formation pour apporter plus encore à nos jeunes sur le terrain. Donc, ne pas oublier que la formation, c'est intéressant et que la formation n'est pas égale forcément à une rémunération. Même si un bénévole n'est pas rémunéré et à la rigueur, un vrai bénévole paye en plus tous ses frais, le fait d'être formé n'est pas non plus dans les brevets fédéraux forcément une obligation de rémunérer ses collègues qui ont été formés. Merci Christophe. Hop. Du coup, on va passer à la suite. Les passeports. Donc, vous avez dû voir passer les communications par rapport à l'évolution du dispositif des passeports. Il y a deux choses à savoir aujourd'hui sur les nouveaux passeports pour cette année. C'est qu'on n'est plus sur une aide de 50 €, mais sur une aide de 70 €. En revanche, on a une réduction du nombre d'enfants qui peuvent avoir ce passeport. C'est-à-dire qu'on est passé sur du 14-17 ans. Et on n'est plus sur un passeport ouvert à des âges plus petits. J'arrive bientôt. Voilà, donc nous, on a subi la décision, hein, comme tout le monde. On a manifesté notre incompréhension et notre mécontentement par rapport à ça, comme beaucoup d'autres fédérations. Malheureusement, aujourd'hui, nous, on n'a aucun poids, comme les autres fédérations, sur une éventuelle évolution ou retour en arrière, du moins, sur ce dispositif. Une Oui, Kevin. réaction de Kevin. Oui, je rebondis là-dessus, dans le sens où quand on fait l'inscription des codes là, des gens éligibles au passeport, on nous demande de notifier qu'on est affilié à une fédération. Donc, pour le coup, nous, c'est la FFRS.
est-ce que vous serez en capacité aujourd'hui, du fait que vous avez une capacité d'extraction des données des années précédentes, de voir en fait le manque à gagner pour les clubs, du fait que la population inférieure à 14 ans était quand même majoritairement bénéficiaire de ce dispositif et permettait aussi aux clubs d'avoir une facilité d'accès de ces jeunes, notamment pour comment dire, les foyers les plus modestes. Est-ce que vous voyez, vous, aujourd'hui, ou en tout cas, est-ce que vous l'avez déjà fait, cette extraction, de voir la possibilité d'imputation sur les clubs de ce changement des âges, même si le tarif, certes, est augmenté, mais est-ce que vous avez une vision de ça ou pas? Alors, ce que l'on sait, forcément, on verra à l'issue de la campagne, enfin de la rentrée, mais ce que l'on sait à ce jour, c'est que les 25% pardon, des 6-13 ans de notre fédé bénéficiaient du passeport et donc sont rentrés dans les clubs. Ça représente un quart en fait de la tranche. Voilà. Donc un quart des 6-13 ans dans notre fédé rentraient avec le passeport. Ils y étaient peut-être déjà, et ils ont bénéficié de ça comme un coup de pouce, qui a permis aux parents de profiter de cette aide-là voilà, pour aider leur enfant à faire du sport et peut-être voilà. Est-ce qu'ils disparaîtront du club pour autant? C'est très difficile à dire, naturellement. On le saura qu'à l'issue. Est-ce que ça provoquera une baisse du nombre de licenciés chez nous comme chez les autres? Voilà, pour le coup, c'est vraiment une donnée que l'on ne connaît pas. Voilà. Euh, c'est en tout cas forcément une inquiétude, puisqu'il y a une question d'accès au sport. On est sur une mesure, certes, d'accompagnement post-Covid, mais qui euh, voilà, était, comme il y a eu les chèques culture et autres, euh, une mesure effectivement d'incitation qui s'inscrivait aussi dans le cadre d'une politique publique de lutte contre la sédentarité, de faire de la France une nation sportive. Ça a été le slogan d'une ministre. Bon, aujourd'hui, évidemment, c'est un peu mis à bas. Ça pose cette question effectivement de l'avenir de cette politique de santé publique qui vise à lutter contre la sédentarité des jeunes. Euh, Nous, ce que on soutient, c'est que c'est pas forcément quand on est ado qu'on se met au sport, si on n'y a jamais goûté auparavant. Et c'est peut-être aussi sur la cible des 6-13 ans que il y a le plus à faire, même si c'est peut-être pas là qu'on a les taux d'obésité, etc., qui sont les plus importants. C'est peut-être là que les choses se jouent aussi, que les mauvaises habitudes ou les bonnes habitudes se prennent et ça devient déterminant par la suite. On le dit beaucoup en matière d'apprentissage des fondamentaux en éducation, mais ça tient certainement aussi, voilà, c'est à l'école élémentaire que ça se joue, c'est pas au collège, et certainement aussi en matière sportive cette question-là qui se pose. Et puis le dernier point, c'est quand même aussi toujours un peu regrettable de voir un État qui demande au mouvement sportif de s'inscrire et de s'impliquer dans le cadre d'une politique publique. Il y a encore un an, on avait des demandes fortes du ministère en disant pousser, pousser, pousser pour développer le passeport. On avait alors nous, notre fédération était plutôt exemplaire, comme je vous dis, un quart des 6-13 étaient bénéficiés, donc c'est quand même quelque chose d'important. Mais, mais voilà, il y avait vraiment une volonté du ministère de déployer le passeport dans les territoires un maximum. Et puis aujourd'hui, il y a un énorme coup de frein. Donc on l'a fait 4 ans et puis on change notre fusil d'épaule alors qu'on arrive à maturité. Donc effectivement, ça pose aussi la question de la fiabilité du partenaire étatique. Voilà, dans le cadre de la conduite des différentes politiques sportives et des politiques de développement fédéral. Euh, En fait, la réalité, c'est très concrètement, il y a eu un énorme coup de rabot budgétaire. Voilà, c'est une situation que On a l'on eu un connaît. engouement comment dire, au JO, malheureusement, qui était très positif, quoi. Donc, qui laissait entendre Mm. une émulsion encore plus grande, notamment pour notre fédération, quoi. Ouais, c'est dommage, tant pis. Mais merci en tout cas. C'est ça. Par Mais contre, je vous invite peut-être à vous renseigner auprès de vos CDOS et vos CROSS parce que certains territoires mettent des actions parallèles
en place. Je sais par exemple que pour le Cross de la Réunion, ils ont mis en place une aide financière. Alors je crois que c'est une quarantaine d'euros pour accompagner les clubs dans cette perte du passeport pour les 6-13. Hmm. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur vos territoires s'il y a quelque chose qui a été mis en place pour pallier à ça, parce que il y a certaines initiatives en tout cas. Hmm. Bah, moi, je suis tout nouveau pour le coup, donc j'avais pas connaissance de tous les leviers, mais je crois que les années précédentes, il y avait, ne serait-ce qu'en Bretagne, il y avait des actions avec des aides, et je crois que ça a disparu. Donc, sauf erreur de ma part, je crois que ça a disparu. Donc, à voir s'il y a un élan à remettre des choses en place Mm. de ces instances inférieures, quoi. Merci Kevin. Du coup, si il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer Ouais, il y a des à dispositifs la hein, suite. de Donc voilà, si vous collectivités avez locales. déjà voilà, Voilà. connaissance de vos dispositifs, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation. Ouais, il y a une question hein, sur comment ça marche, hein. On inscrit sur le compte asso, mais on ne perçoit pas si la cotisation est inférieure à 70 euros. On n'est pas, on touche pas plus d'argent que voilà, rien que la cotisation, hein. Puisqu'il faut dépenser, voilà, engager en dépenser en recettes. Donc voilà, je fais pas de marge grâce au dispositif. C'est pas, de toute façon, c'est pas la philosophie là, en ce moment, hein, vous avez compris. Donc Ok. Alors, dernier sujet, un petit sujet prévention. Parce qu'on a de nouvelles obligations d'affichage pour les établissements qui accueillent du public. Alors, on voulait vous faire d'abord un petit rappel des obligations qui sont à faire déjà aujourd'hui. Donc, l'affichage de la copie des diplômes et des titres et cartes professionnelles de vos encadrants professionnels. Les affichages des textes d'hygiène. Alors, bien sûr, quand vous n'êtes pas propriétaire de votre gymnase, tout ça, c'est la mairie qui s'en occupe, sauf pour tout ce qui va être affichage des diplômes de vos encadrants. Mais voilà, vous devez afficher l'attestation du contrat d'assurance qui est par l'exploitant. Donc là, c'est pareil, c'est la mairie qui est censée l'afficher. Donc, vous pouvez aussi regarder dans vos gymnases et autres lieux de pratique si effectivement tous ces affichages sont bien faits. Euh, et les nouvelles obligations aujourd'hui, c'est que il doit y avoir une affiche de visible qui est une affiche en lien avec les signalements, l'orientation et l'accompagnement des personnes qui peuvent être victimes de violences. Donc vous avez deux affiches qui sont à disposition et vous avez l'obligation d'en mettre au moins une des deux dans dans vos lieux de pratique. Donc pour vous montrer ces affiches, elles sont hop, comme ça. Donc c'est effectivement la première ou la deuxième. Donc vous pouvez vous rapprocher de vos collectivités pour effectivement mettre en place ces affichages. Et si vous êtes dans vos locaux propres, c'est à vous de mettre l'une de ces deux affiches sur vos lieux de pratique. Voilà, Sonia, je sais que tu es là. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas. Sinon, Alors, l'affichage est obligatoire et est obligatoire à compter du 15 novembre prochain. Évidemment, je vous invite à le faire dès maintenant, parce que comme ça, vous n'oublierez pas le 15 novembre. On va mettre un petit article sur Allscanet pour pas que vous oubliez de le faire. Donc, à l'ouverture de votre session club, vous aurez un petit rappel. Et on fera également vers fin octobre une piqûre de rappel dans la newsletter. Que vous n'oubliez pas, en cas de contrôle, c'est évidemment dommage de ne pas afficher, voilà, de pas l'avoir affiché. Oui, Kevin? d'abord, on avait Annabelle Oui. Ah, pardon. qui avait posé par le chat. Annabelle. Oui, excusez-moi. En fait, nous, notre gymnase, on le partage avec le hand, le bad, le basket. Et en fait, tous les panneaux d'affichage sont bondés d'informations des autres clubs. Alors, on arrive à poser une affiche, mais si vous voulez, quand ils ont besoin de place, ils nous enlèvent les nôtres. Il n'existe pas, parce que je pense que cette réglementation, elle est pour l'ensemble des clubs sportifs, à Oui. destination des. Voilà.
il n'existe pas une affiche généraliste qu'on puisse. Moi, je m'engage à aller voir les autres présidents de club en disant écoutez, celle-là, on la met tous et elle répond aux engagements que l'on doit prendre chacun pour nos fédérations. Parce que là, je ne vois pas très bien comment je pourrais mettre une affiche. C'est vraiment compliqué. Alors, l'affiche est la même pour tout le monde. C'est soit vous choisissez le visuel garçon, soit vous choisissez le visuel fille, mais c'est des visuels qui ont été faits par l'État. Ce n'est pas la fédération qui vous met à disposition ces affiches, c'est l'État qui a défini un cahier des charges de l'affiche et ensuite qui a sélectionné 2 modèles à afficher. Donc les clubs avec lesquels vous cohabitez dans le cadre de l'équipement sportif, ayant les mêmes obligations que vous pouvez vous mettre d'accord sur l'une ou l'autre des affiches, mais de toute façon, ce sera soit l'une, soit l'autre. Peu importe finalement si c'est le visuel fille ou le visuel garçon, les informations sont les mêmes. Et ce que le ministère souhaite, c'est que les informations de contact en cas de violence, pour les victimes de violence, soient les mêmes pour tout le monde. Donc, super, merci beaucoup. Voilà, tout va bien. Et donc, Kevin avait posé une question, oui. Oui, ça reprend un peu ce que disait Annabelle, mais je venais en complément de la campagne que vous avez faite sur notamment les agressions sexuelles. Est-ce que pour le coup, ça fait beaucoup d'informations, les thèmes sont différents, mais comment on peut travailler, nous, au sein du club, même si on peut avoir un affichage pour certains plus facile que d'autres, parce que nous, dans notre salle, on a chaque section et chaque sport a un panneau qui lui est dédié et respecté en usage. Comment on peut faire pour éviter d'avoir un trop-plein d'affichages avec thématiques différentes qui donneraient plus d'intérêt aux personnes à les lire? La mairie, qui est quand même propriétaire des lieux, on peut le penser, en tout cas, prendre acte de cette réglementation et puis va le mettre en place. De la même manière que là, et la deuxième nouveauté, c'est les interdictions de fumer dans les équipements sportifs, qui va aussi se mettre en place puisque le décret d'application est arrivé cet été. Donc, il y a dans tous les sites un petit travail effectivement à faire en termes d'affichage, que ce soit pour la lutte contre le tabagisme ou pour la prévention des violences. Le mieux, c'est qu'effectivement, ce soit la mairie qui mette ce type d'affiche, que vous leur posiez la question s'ils l'ont prévu, s'ils l'ont pas oublié, et puis qui l'installe dans un lieu peut-être qui n'est pas celui d'une ou une autre section naturellement, mais qui est visible et accessible de tous dans un hall d'entrée ou dans ce genre de choses. Est-ce qu'il est possible, en lien avec le compte-rendu de cette visio-là, d'envoyer le lien du site on va dire de l'État là, avec les affiches possiblement téléchargeables? Vous avez le lien déjà dans le support. Ah, ok, donc j'attendrai la réception du support. Non, on peut le mettre dans le chat. Oui, tu peux le mettre dans le chat. Très bien, merci. Je vous en prie. Voilà, c'est fait. Ah, super. Voilà. Et puis s'il y a différents lieux de pratique, effectivement, en plus avec des publics différents, il faut effectivement pouvoir couvrir les différentes salles. Les écoles, c'est encore autre chose. Hein. C'est pas voilà. Enfin, si on est dans le cadre d'une intervention dans le cadre scolaire, c'est encore autre chose. Là, c'est vraiment pour les lieux de pratique dans nos clubs. Lieux de pratique sportive. Ouais. Centre de loisirs, pareil. Par contre, si c'est le gymnase qui est commun à l'école, mais aussi en dehors des créneaux éducatifs, enfin de fonctionnement de l'école, qui est mis à disposition des associations, on rentre dans ce cadre. De toute façon, les collectivités vont les afficher. Hein, globalement, je pense que 90% des cas, c'est les collectivités qui le font. Est-ce que vous avez d'autres questions ou sujets que vous souhaiteriez voir abordés? Xavier. Quand nous, on a des patinodromes et qu'on est les seuls à l'utiliser, il faut qu'on affiche à cet endroit-là. Oui. C'est isolé des autres pratiques, d'autres sports. Donc, il faut qu'on affiche sur ce lieu-là. Même si on a un lieu de salle l'hiver, est-ce qu'on doit le mettre sur le patinodrome? Oui. Au niveau soit des vestiaires, soit d'un entrée dans une petite
dans un petit lieu d'affichage, effectivement. Il faut que ce soit un lieu qui soit visible de tous. Donc, voilà, c'est un endroit où il y a du passage, en fait. Ok, merci. D'autres questions? Non. Je ne vois pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on a fini pour aujourd'hui. Et du coup, je vous remercie à tous de votre présence aujourd'hui. Si vous avez des questions qui vous arrivent après, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous mets l'adresse de contact générique de la fédération. Vous retomberez sur moi et hop, je vous répondrai. Question d'Yoann avant de partir sur l'assurance pendant les essais. Petit rappel, effectivement, vous êtes couvert en tant que club pour toute la période de la rentrée sportive, donc 1er septembre, 15 octobre, pour accueillir toutes les personnes non licenciées qui viennent essayer dans vos clubs. Cette extension de garantie, elle existe aussi sur la période estivale, sur juillet-août, qui vous permet d'accueillir des gens sur des séances découvertes pendant l'été. Et petit rappel aussi sur la licence dispositif découverte qui est accessible à partir du mois de juin et qui est un dispositif pour accueillir des primo-licenciés sur la fin de saison. Ils ont 3 mois de saison offerte sur juin, juillet, août et leur licence est automatiquement reconduite en loisir la saison d'après et vous, club, vous ne la payez que sur la saison d'après. Voilà, c'était un petit rappel. Et en dehors donc de cette période-là, donc à partir du 16 octobre jusqu'au mois de juillet, sur les séances d'essai, vous n'avez pas de couverture pour les personnes non licenciées. Donc libre à vous de leur prendre une assurance journalière pour pouvoir les assurer sur ces séances d'essai. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marion d'avoir officié en grande partie ce soir. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter pour celles qui terminent peut-être leur congé ou alors les plus chanceux, ceux qui partent en septembre, c'est encore mieux. Mais pour les autres, en tout cas, de vous souhaiter une bonne reprise, de bonnes fins de vacances si vous y êtes encore et puis naturellement aussi une bonne rentrée, un bon début de saison, en espérant que cette saison 25-26 soit sous les meilleurs auspices. On a franchi la barre symbolique des 70 000 licenciés au terme de la saison précédente. Et puis voilà, espérons que celle-ci se passe pour le mieux. Et puis on aura aussi de belles émotions à vivre, puisque comme vous le savez, à travers la longue piste, donc nos athlètes concourront, du moins vont défendre nos couleurs aux Jeux Olympiques. Et donc en février prochain, on remet ça cette fois-ci avec nos athlètes de course qui iront défendre les couleurs de la délégation tricolore sur les JO à Milan-Cortina. Voilà, donc de beaux rendez-vous en plus de ceux que l'on connaît habituellement de championnat dans nos différentes disciplines. Bonsoir, merci encore, merci à tous les intervenants et puis n'hésitez pas si vous avez évidemment des questions, on reste à votre écoute. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous.